l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Christophe Buron, Valérie Lefort et Manu Caillot. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martial. Alors messieurs, je vous propose aujourd'hui de répondre à la question suivante. L'ASM peut-elle viser la finale de Champions Cup cette année? On va rappeler que les Clermontois accueilleront le Racing 92 donc début avril pour les quarts de finale de la compétition. Un tour de table donc rapide pour commencer. L'ASM peut-elle viser la finale de Champions Cup? Christophe? Évidemment qu'elle peut le faire, mais est-ce qu'elle va le faire? Ça, c'est autre chose. Valérie? Comme les 7 autres équipes, elles sont 8 et qui rêvent de la même chose. Ça va être difficile quand même. Manu? Compliqué mais possible en fonction des autres résultats. Alors il reste 2 matchs à l'ASM pour atteindre la finale de la Champions Cup. La question c'est pas peut-elle gagner la Champions Cup, mais peut-elle viser la finale. Donc la finale qui se déroulera cette année donc, sur la Canebière à Marseille. Pour y arriver, l'ASM devra donc battre le Racing à la maison et le vainqueur du duel entre le Leinster et les Saracens. Donc, il vaudrait mieux que ce soit les Saracens. Pour la demi-finale. Alors d'abord le Racing, messieurs, quelles sont les armes dont dispose l'ASM pour venir à bout des Franciliens? Est-ce que c'est le match le plus facile des deux? Le plus facile, j'en sais rien. Ça, c'est des deux par rapport à une éventuelle demi-finale? Oui. Non, les matchs seront. Ça devient compliqué. Vu le niveau du top 8 qu'il y a à la fin des 8 équipes qui est encore en course dans cette compétition, il n'y aurait pas eu de match facile. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, si Clermont devait rencontrer le Racing, je pense que même au Michelin, ça serait très très compliqué, tellement cette équipe pour l'instant marche sur l'eau, faut le reconnaître, avec des joueurs qui sont tout de suite hors normes. Après, c'est un match qui aura lieu dans un peu plus de 2 mois. Et il peut se passer plein de choses. Il va y avoir toute la campagne internationale avec le tournoi. Le Racing est un peu plus impacté que Clermont pour l'instant. Donc c'est compliqué à dire. Mais à l'heure actuelle, je dirais quand même que le Racing a un petit temps d'avance en termes de cohésion de jeu, de beaucoup de choses. Ouais. C'est une équipe qui a une densité physique qui gêne l'ASM. On l'a vu plusieurs fois, on l'a vu il y a 2 ans. Je pense que c'est une équipe qui leur correspond pas forcément. Mais bon, comme dit Christophe, c'est dans un peu plus de 2 mois. Il va y avoir le tournoi d'ici là. Vakatawa qui marche sur l'eau à la sortie du tournoi, dans quel état il sera, ou d'autres. C'est pareil. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu spéculatif, mais c'est vrai que moi, je pense que c'est un adversaire très compliqué quand même. Manu, sur Twitter, il y a Vincent, le supporter de l'ASM, qui a donné son avis il y a quelques minutes. Il écrit: je n'y crois pas de dimension physique de Mahmoud qui permet de surmonter les grosses défenses des Saris ou du Stade Toulousain. Derrière, les combis sont pas extra. La rush défense nous paralyse et notre défense est médiocre. Oui, après, comme viennent de le dire Christophe et Valérie, c'est vrai que le match aura lieu dans 2 mois, difficile de voir à ce moment-là. Après, il y a cette particularité aussi, c'est que ça reste une confrontation franco-française sur un quart de finale. Ça reste toujours un match particulier. Et puis, il ne faut pas oublier que le Racing, lors d'un quart de finale européen, s'était imposé au Michelin il y a 2 ans. Une équipe de l'ASM très diminuée aussi. Diminuée sur une saison qui était compliquée. On s'en souvient. Sa saison s'était arrêtée là, ce soir-là d'ailleurs. Je pense qu'il y avait des adversaires peut-être plus à la portée des Clermontois pour ce quart de finale. Là, le Racing, sur ce qu'ils ont montré, quand on revoit, j'en parlerai plus tard dans les tops et les flops, mais quand on voit la composition de la poule du Racing cette année en Coupe d'Europe, il y a eu le Munster, les Saracens, le Leinster. Il fallait en sortir. Ouais. C'était une poule de la mort. Vraiment, celle-là, c'était la poule de la mort. Ils ont réussi, franchement, chapeau. Par contre, il y a un truc qui est, je trouve, un peu gênant dans la Coupe d'Europe, parce qu'en foot, on évite les confrontations entre les grands clubs maintenant dans la Ligue des Champions. Le rugby est un sport plus resserré avec 3-4 pays maximum. Je trouve que pour moi, ça serait pas. Tu estimes qu'il faudrait faire la même chose? Non, mais je trouve que ce serait pas illogique à partir du moment effectivement où il y a 2 clubs de chaque pays qui se rencontrent. Et si ça arrive comme c'est arrivé ce coup-ci, puisque Exeter va jouer Northampton, ça m'aurait pas choqué qu'on guide un peu le tirage et que l'ASM reçoive Northampton et que le Racing aille à Exeter. C'est possible peut-être sur des phases de poule, mais sur des phases finales. Oui, phase finale, c'est difficile. Si les choses sont écrites avant dans le règlement, en disant effectivement si ça tombe comme ça et que tu as 2. Imagine, il y a 6 clubs français, je dis n'importe quoi. Voilà, ou 6 clubs c'est différent, mais là tu peux intégrer le fait. C'est compliqué quand même. Voilà, et je trouve que ça aurait été plus sympa d'avoir des rencontres entre franco-britanniques plutôt que franco-française et anglo-anglaise. Pour ce quart de finale contre le Racing, il y aura aussi une donnée importante qui sera l'arbitrage, sachant qu'en plus, curieusement, alors c'est peut-être qu'une coïncidence, mais sur les 4 matchs de phase finale depuis 10 ans qu'ont opposé ces 2 clubs,
il y en a eu 3 sur 4 où il y a eu des arbitrages controversés, plus. Donc tu penses à Monsieur Barnes, il y a eu Barnes le dernier, il y a eu Rennes en demi-finale, Monsieur Ruiz, et il y a eu, alors je me souviens plus, ça allait être Gozer en 2010 avec le fameux match de barrage ici, avec Pierre Berbizier à la tête du Racing, qui avait aussi. Pas Berdos plutôt, l'arbitre? Non, il était arbitre de touche. Ah oui, pardon. Berdos, c'est l'arbitre à la finale. Sur la fameuse calotte à délapé pour Para, soi-disant. La pénalité qui soi-disant n'était pas passée, enfin que le Racing a contesté. Enfin bon, il y a souvent entre ces deux clubs en phase finale matière à discuter, à débat, et avec des plénières d'un côté. Alors dans l'hypothèse où l'ASM se hisse en demi-finale, cette fois quel adversaire lui convient le mieux? Puisque Valérie, tu disais que le Racing n'est pas une équipe qui convient bien à l'ASM. Alors les Saris ou le Leinster? Je pense que tout bêtement, le Leinster en Irlande, tout bêtement, il vaut mieux que ce soit les Saracens, puisque là, dans ce cas-là, le match aurait lieu en France déjà. Et il semblerait, pour regarder un petit peu, que pour la demi-finale, le stade Geoffroy Guichard soit libre. Oui, Geoffroy Guichard ou même le Matmut Gerland. Voilà. Mais bon, ça serait plutôt Geoffroy Guichard. Ouais, voilà. Et le stade est libre. Donc, en principe, ça pourrait être sympa une demi-finale Clermont-Saracens. Après, ça c'est au-delà parce qu'après, ça reste des équipes. Leinster, Saracens, ça reste une grosse formation européenne. Après, l'avantage, il est clairement là. C'est le fait de jouer, alors pas à domicile, mais presque. Parce que si c'est à Geoffroy Guichard, effectivement. Le dernier Clermont-Saracens à Geoffroy Guichard qui joue à domicile. Demande-leur si de tous les joueurs. Si c'était pas extérieur pour les Saracens. Après, voilà, parce qu'il y a l'apport du public. Oui. Après, si on fait fi justement du contexte, de l'environnement, de extérieur ou pas extérieur ou domicile, en termes purement rugbystiques, les Saris, c'est un peu comme le Racing. C'est une équipe qui convient pas trop, je pense, au jeu actuel de l'ASM et à la configuration de son effectif. C'est une équipe extrêmement puissante physiquement, et ça, clairement, on n'aime pas trop les affronter. Alors que le Leinster, c'est un autre style de jeu. Chez lui, c'est compliqué quand même. Ça sera compliqué. Non, à la Viva, voilà. À la Viva, ça sera forcément compliqué. Et d'un point de vue purement rugbystique, je pense que Leinster va peut-être plus convenir comme adversaire à l'ASM que cette équipe. Et les Saracens sont une des rares équipes tout de suite qui sont capables dans 2 mois d'aller taper le Leinster chez lui. Les Saracens, on connaît le contexte maintenant. Il leur reste 3 matchs à jouer cette saison. Ils n'ont plus rien à jouer parce qu'ils seront relégués en 3 matchs européens. C'est en deuxième division. Au Leinster, les deux, l'éventuel demi. Et puis, le Leinster et les Saracens, ils n'ont plus que ça à jouer. Oui, quasiment aussi, effectivement. Les Saracens, ils peuvent arrêter. Ils savent ce qui leur arrive l'année prochaine. On va rappeler que le Leinster a totalisé dans cette compétition pour l'instant 28 points. Les Irlandais ont gagné tous leurs matchs de poule. Les Saris, eux, n'ont totalisé que 18 points et se sont qualifiés à l'arrache en battant le Racing. Mais bien évidemment, les Saracens faisaient partie de cette fameuse poule de la mort dont on a parlé aussi, tout à l'heure. Parler l'équité, enfin de vouloir orienter le tirage au sort pour éviter des duels franco-français. Mais on peut aussi se mettre à la place du Leinster qui finit numéro 1 de toutes les poules, qui a fait un parcours idéal et qui se retrouve face aux Saracens. Et qui hérite c'est ce qui s'était passé il y a 2 ans déjà, où le premier avait hérité du 8e qui était les Saracens. Les Saracens ont été champions d'Europe. Là aussi, on peut se poser la question sur la fondée du règlement. On va jeter un œil sur les autres quarts de finale qui opposeront Toulouse à l'Ulster et les Chiefs d'Exeter au Saints de Northampton. Des 8 formations encore en course à l'heure actuelle, où est-ce que ça m'intéresse là, où est-ce que vous situez l'ASM? Si je vous dis que selon moi, elle fait pas partie des favoris au vu des prestations des uns et des autres, est-ce que cela vous choque? Déjà, au niveau français, Toulouse et Racing me semblent un poil au-dessus en termes de régularité dans les performances et de cohésion dans le jeu. Après, c'est difficile de comparer avec les autres. Leinster, ça paraît vraiment au-dessus de beaucoup d'équipes. L'Ulster, clairement, les a battus. Voilà. Northampton, ça paraît être à sa portée, mais attention, ils sont quand même 2e du championnat. Exeter, on n'a pas de référence. C'est une belle équipe. C'est l'équipe qui monte, quoi. C'est une belle équipe, c'est le club. Et encore une fois, ils sont leaders, c'est ça Encore une fois, laissez passer le tournoi. Voilà, parce que beaucoup de joueurs vont laisser du jus. Il peut y avoir aussi des blessures, mais surtout on laisse du jus. C'est compliqué. Et dans 2 mois et demi, ce ne sera pas forcément la même musique. On n'a pas les formes des équipes. Voilà, tout ça, ça fluctue. Alors que Clermont, on va pouvoir, paradoxalement, si à moins que 2-3 joueurs peut-être soient récupérés par l'équipe de France en cours de tournoi, mais va pouvoir travailler assez sereinement avec pratiquement tout son monde. On n'a pas regardé les effectifs des 8 clubs encore en lice, mais par rapport au tournoi qui arrive, mais peut-être que Clermont est le club qui aura moins de représentants en début de tournoi, du moins, parce que c'est clair. Pas exclu qu'en cours de tournoi il se passe des choses. Il n'empêche que visiblement l'ASM en finale de Champions Cup, c'est une grosse cote pour vous, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, on va dire. On peut d'ores et déjà dire
clair que s'ils vont à Marseille, ça sera un exploit. Ça sera une très très grosse performance. Eh bien, messieurs, on va clore le débat et rendez-vous donc le 4 ou le 5 avril pour. Ceci dit, c'est une performance pour tous les clubs qui vont en finale de Champions Cup. Entre l'ASM et le Racing 92. Dans un instant, les tops et les flops. Avant cela, je vous propose de faire un petit tour dans l'infirmerie de l'ASM. Le match face au Harlequins a laissé des traces. Il y a fort à craindre que Toeava, Vahamaina et Lapendrie ne seront pas disponibles pour le match de samedi face au Stade Français. Alors la Penderie, c'est à peu près. Pour en avoir discuté avec le staff après le match à Londres, pour la Penderie, a priori, c'est béni. Parce que non. C'est-à-dire c'est compliqué, vu le choc. Oui, ils sont il est sorti. Voilà. Vahamaina semblait pas en forme olympique quand il a quitté le terrain non plus. Mais bon, après, ça a l'air d'aller. A priori, il n'y a pas de problème avec. Il y a eu choc entre les deux joueurs. Ils sont tête contre tête, là, deux béliers. Et par contre, il avait une belle entaille au cuir chevelu. Alors, une entaille au cuir chevelu en 8 jours, ça peut éventuellement se résorber. On peut y jouer avec un casque, il peut y avoir une protection. Oui. Bon, voilà. Après, le club verra si effectivement. Gédrasiak peut jouer aussi. Il avait été très bon ici contre l'Ulster. Et donc Toeava, que c'est cervical, ne laisse pas trop souffler. Mais non, c'est vrai, pas du tout. Et Raka. Alors Raka, a priori, c'est un problème familial. C'est pour ça qu'il est resté à Clermont, il n'est pas venu. Donc c'est pour ça que Betham est rentré, Grosso est rentré dans le groupe. Bon, voilà, on ne sait pas plus, mais en espérant que juste ça soit pas grave et qu'il puisse réintégrer sans problème. Très bien, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, mais c'est tout de suite l'heure des tops et des flops. Ton top, Christophe, s'il te plaît. Mon top, c'est Antoine Dupont, qui est revenu depuis déjà 2-3 matchs, je crois. Le demi-mêlée du Stade Toulousain. Qui a encore fait une énorme prestation hier et qui, contre Gloucester. Il a réglé le problème de savoir qui allait débuter en équipe de France, j'imagine. Oui, c'est ce qu'il disait, a priori, ce sera le titulaire. Il était resté à l'infirmerie 2 mois après la Coupe du Monde, il est revenu et vraiment, véritablement, il souffre de plus rien. Le garçon, là, tout de suite, il est quand même. Son dos a l'air de fonctionner. Assez extraordinaire, que ce soit dans la gestion. Enfin, la gestion, il fait peut-être encore une ou deux petites erreurs, mais bon, on lui pardonne parce que vraiment, c'est un joueur explosif. Tout jeune, qui éjecte très vite, qui anime, c'est vraiment un numéro 9. Toulouse n'est pas prêt de le lâcher. Non. C'est peut-être pour ça que ils ont bien fait d'aller le chercher à Castres. C'est peut-être pour ça que Bézi a compris qu'il valait mieux qu'il s'en aille. C'est vrai. Valérie, ton top, s'il te plaît. Alors moi, mon top, c'est la décision des dirigeants de la Premiership, le championnat d'Angleterre, d'avoir finalement coupé la tête. Les Anglais qui utilisent la guillotine, c'est historique. Et voilà, couper la tête des Saracens pour des manquements financiers. En fait, la règle, ça faisait 3 ans qu'ils trichaient. Donc là, ils avaient été sanctionnés de 35 points et d'un peu plus de 6 millions d'euros d'amende. Et là, donc, ils se sont rendu compte que sur cette saison, ils trichaient encore, a priori à hauteur de 700 000 euros, si j'ai bien compris. Donc on leur a proposé un deal. On leur a fait un deal, voilà. Vous ouvrez vos livres de compte et vous nous dites comment vous avez triché et à quelle hauteur exactement. Et on peut éventuellement, on en reste là sur les sanctions. Donc ils ont préféré s'aborder et garder leur secret, leur petite combine entre eux. Leur secret de fabrication. Ouais, voilà. Et donc je trouve que la décision est courageuse parce que, ce que j'avais mis dans le billet ce matin, c'est comme si on coupait la tête à Toulouse, mais bon, c'était juste en fait une image par rapport ce que représentait Toulouse en France par rapport à ce que peuvent représenter les Saracens. Mais bon, il y a d'autres clubs qui ont été plus en difficulté, on le sait, sur le plan financier ces dernières années, que ce soit Toulon ou Montpellier. Chez nous, il se passe rien, ça bouge pas pour l'instant. Alors on espère, a priori, je crois que le président Cromière à Clermont est un peu novateur et pousse pour que des choses se passent en France si les clubs sont pris avec le doigt dans le pot de miel. Donc ce serait bien que chez nous, on se mette au diapason. Vraiment, la chose à prendre en exemple, ce serait les sanctions sportives, quoi. C'est-à-dire les sanctions barème de points, quoi. Il y a que ça qui peut faire réagir les clubs chez nous, parce que bon, l'argent, c'est pas toujours. Pour certains, c'est pas un problème. Voilà, il y a eu le Stade Français aussi qui a eu quelques difficultés financières. Et finalement, ils sont passés à travers les gouttes sans trop de difficultés. Manu, ton top, s'il te plaît. Ça va être le Racing qu'on avait connu en difficulté en début de saison. On pouvait penser que le départ de Laurent Labitte allait peut-être compliquer un petit peu ça faisait un trou, la tâche du club francilien. Ne rigole pas, s'il te plaît. Mais force est de constater que les joueurs de Laurent Travers ont parfaitement su réagir, et notamment la campagne européenne en est le parfait exemple. On l'a dit tout à l'heure, une poule très compliquée, il y avait les Saracens, il y avait le Munster. Ils ont réussi à se qualifier, et encore hier, le match avait très mal débuté pour eux. Ils prennent un essai sur la première action, ils se sont retrouvés menés 14-0. Malgré cela, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont réussi à faire leur retard. Alors malgré une supériorité numérique en deuxième mi-temps, ils se sont finalement inclinés. Mais
j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé le Racing pendant cette phase de poule. Et voilà, on l'a dit, mais ça va être un adversaire coriace pour l'ASM en quart. Même si les 2 premiers essais du Racing sont quand même un peu des faits de jeu. Oui, une interception. Cette chandelle qui retombe sur l'épaule comment il s'appelle, l'arrière des Saracens, qui est repris par Wakatawa qui se retrouve tout seul le long de la ligne. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Mais c'est pas 2 essais construits. Mais par contre, ça les a remis tout de suite dans le bain. Et là, à partir de là, ils ont su réagir. Notamment avec Wakatawa, oui. Ouais. On peut pas saluer l'intelligence situationnelle de l'Euro quand même, hein, qui les a mis dans la panade avec ce carton. Allez, messieurs, vite fait, vos flops, Christophe. Mon flop, c'est le club de la section paloise dont on a appris que Ben Smith allait faire une petite année. Quand on parle d'une petite année, il aura fait 6 mois, qui va repartir. Je crois que cette filière là des anciens All Blacks, qui sont des grands joueurs, Ben Smith, rien à dire aux joueurs ni à l'homme probablement. Apparemment il a fait un bon match contre Leicester, ça n'a pas suffi pour qu'il se qualifie, mais ça prouve que ce genre de recrutement, parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte des dernières années, ça fait après Slade, il y a eu Conrad Smith, donc des très grands joueurs, mais ça ne fait pas franchir un cap à ce club Non, ça reste hors sol, qui bute même pas à la 6e place, ils sont même un cran en dessous, ils n'arrivent pas à se qualifier. Il va falloir qu'ils s'accrochent, même qu'ils s'accrochent pour le maintien peut-être même cette année. Donc voilà, pour moi c'est pas la bonne méthode d'aller chercher des All Blacks sur le retour, même s'ils rentrent sur le terrain ce qu'ils savent faire, mais pour moi c'est pas la... Et on parle de Toeava. Oui, mais Toeava c'est autre chose, c'est le dernier contrat et tout. Ah oui, alors là par contre Toeava une dernière saison à Pau, j'attends de voir le rendement qu'il aura. Ton flop, Valérie? Mon flop, c'est un flop peut-être en filigrane, c'est le PCR qui n'a pas bougé sur l'affaire des Saracens. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation ubuesque où un club qui est relégué en 2e division dans son championnat domestique peut défendre son titre, peut potentiellement gagner la Coupe d'Europe. Alors je pense que pour l'image du rugby et de la Coupe d'Europe, ce serait extrêmement dommageable que Farrell, Vinipola et consorts soulèvent la Coupe d'Europe à Marseille. Je trouve que ça ne serait pas crédible. Voilà. Mais ils sont toujours là. Alors je pense qu'au niveau de l'EPCR, on doit prier pour que le Leinster les sorte. Les Saracens sortent très vite de la compétition. Sortent de la compétition, parce que là, franchement, c'est un peu gênant. Ça l'est même carrément. Alors ils disent qu'effectivement, eux, ils n'ont pas de salary cap. Oui, sauf que les joueurs qui jouent aujourd'hui aux Saracens ont été embauchés aux Saracens grâce au salary cap avec lequel ils ont triché. Donc tout est lié. Donc voilà. La seule chose qu'a dit le PCR, c'est qu'ils peuvent être champions d'Europe, mais ils ne seront pas invités l'année prochaine. Parce qu'ils jouent en 2e division. Donc c'est vraiment. Le tapis, le problème dessous, je pense que s'ils mènent de 2 points au Leinster à la 79e et qu'il y a un demi-ongle d'un Anglais qui dépasse sur une pénalité, je pense qu'ils la prendront. Voilà. Manu, ton flop, pardon. Le Racing, toujours. Décidément, 100% parisien. Non, mais la saison passée, il s'était fait remarquer le Racing avec ce barrage de top 14 qu'ils avaient dû disputer à Colombes, puisque la salle de spectacle était indisponible. Il y avait un concert de Mylène Farmer. Oui, Mylène Farmer. Cette année, rebelote, si le Racing 92 dispute le barrage de top 14 à domicile, il faudra revenir à Colombes, puisque l'Arena, la Paris de la Défense Arena, sera prise pour un concert. Alors c'est un flop que je partage avec mon cher collègue Arnaud Clergue. Faut la rentabiliser, quoi. Voilà. Mais alors ça peut arriver une année, qu'on se fasse avoir l'année d'après, ça fait un peu beaucoup. Le président Lorenzetti ne se fait pas avoir, c'était dans le deal. Spécialement et en connaissance de cause. Ils sont pas prioritaires. Ils découvrent pas, c'est pas une erreur d'agenda. Je sais bien, mais je trouve ça dommageable. Ça prouve que son intérêt est plus économique que sportif. Ils iront peut-être à Lille. On peut mettre le toit et fermer, ça ressemblera à la U-Arena. Allez, ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, donc place au quiz. Un quiz placé sous le signe du Stade Français. Eh oui, qui sera le prochain adversaire de l'ASM. Parce que au bout d'un moment, les quiz sur l'ASM, c'est un peu chaud. Alors, on va commencer avec le jeu du parcours. Je vous donne une liste de clubs. Cette liste correspond à un joueur qui a porté les couleurs du Stade Français. À vous de le trouver. Si je vous dis Albi... Mais pas de l'ASM. Non, le Stade Français. Stade Français. On est sur le Stade Français. Albi, Delpech, Groyer, Bègle-Bordeaux, Brive et Stade Français.
Albi, Groyer, là, c'est Groyer, ça date. Bègle Bordeaux. Les années combien? Brive, et Stade Français, il est Moscato. Moscato, oui. Moscato, bonne réponse de Valérie, Vincent Moscato, qui faisait partie de la célèbre. J'ai cherché des Raptous, avec Bègle Bordeaux, champion au début des années 90. 91, je crois. 91. Je dis pas de bêtises. Qui dit Stade Français dit calendrier des dieux du stade. Alors, on avait fait une année, non? Pas ça? Tu te souviens pas? Tu te souviens pas? Ouais, sous la neige. Ouais. C'était sympa. Alors, de nombreux joueurs de l'ASM ont posé dans ce calendrier plutôt dénudé, effectivement. Alors, j'en ai recensé 24. À vous de me proposer chacun votre tour un nom. Messina. Celui qui se rate est éliminé. Alors, on va commencer. Alors, j'ai la liste. Non, c'est pas les enchères. C'est chacun son tour. Vous proposez un nom. Messina. Alors, Valérie, on va dire tu commences. Geoffroy Messina. Il est dans la liste. C'est lui qui a le record. Ouais, parce que j'ai son poster dans ma chambre. 8 éditions. À toi, Valérie. Du calendrier du jeu. On commence par on tourne. Valérie, c'est adjugé la première réponse. Donc on va passer à Manu. Est-ce que tu as un nom à me proposer parmi les 24 que j'ai? Attention, il y a un gros piège. Il y a un joueur qu'il ne faut surtout pas citer. Je vais dire rougerie. Voilà. Est-ce que tu le sens, mon gros piège? Parce qu'effectivement, on avait l'impression qu'il était dans les dieux du stade. Et donc j'ai vérifié auprès du club et auprès du joueur. Et il a dit jamais j'ai été sollicité. Mais je n'ai jamais répondu. Il voulait pas se mettre à nu. Non, voilà. Alors, désolé Manu, non, mais c'est pas grave. Éliminé. Christophe, à toi, il en reste 23. Morgane Parra, effectivement, il a fait 5 éditions, dont une couverture en 2015. Valérie, donc Messina, Parra, il y en a plein d'autres, il y en a 22. Oui, certes. Mais après, c'est sûr, il y en a des anciens, des gravures de mode. Depuis combien de temps ils font leur calendrier là? Ça a commencé en 2001, si je dis pas de bêtises. Presque 20 ans. Ouais, 20 ans. 2000-2001, je crois. D'accord. C'est une idée de Max Guazzini. Non. Non, je plaisante. Bien sûr. Allez, dis-moi un nom. Bon, il faut aller plus vite. David Bory. Alors, David Bory, il n'est pas dans la liste. Julien Pierre. Alors, est-ce que tu as gagné Julien Pierre? Effectivement, Julien Pierre est dans la liste. Donc, tu as gagné pour ce jeu-là. Il y avait Fabien Alexandre, Gonzalo Canale, Damien Chouli, Laurent Emmanueli, Wesley Fofana, Rémi Lamera, Benjamin Kayser, Olivier Maille, Tony March. Enfin, il y en a un paquet. Il n'y a pas eu là. Pardon? Il n'y a pas eu 8 là. Non. Non. 36-15 8 là, ça n'existait pas. Allez, dernier quiz, un test de rapidité. Je vais vous poser 10 questions plus ou moins farfelues comme la semaine dernière. Le point à celui qui dégaine le plus vite. Alors, un petit rappel pour Christophe qui n'était pas là la semaine dernière. Mais je vous ai écouté. Tu nous as écouté? Oui, parfait. Oui. Donc, j'avais posé notamment la question suivante, qui parmi les joueurs de l'ASM a un nom d'oiseau. Donc, la réponse étant Olivier Merle. Cette semaine, je ne vous demande pas de trouver des noms des joueurs de l'ASM parce que bon, j'en ai fait le tour malheureusement, mais des joueurs du Stade Français. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, j'ai 10 questions, c'est parti. Qui parmi les joueurs du Stade Français a le même nom que la capitale du Pérou? Lima, Brian Lima, bonne réponse. Joueur au 4. Alors j'espère que Valérie, derrière la caméra, tu notes parce que je ne vais pas pouvoir recenser les bonnes réponses. Qui parmi les joueurs du Stade Français a le même nom qu'une célèbre affaire criminelle qui s'est produite dans le sud de la France dans les années 50? Bien joué Christophe Dominici. Qui parmi les joueurs du Stade Français a presque le même nom que la poussette dans laquelle on place les bébés? Pardon? Une poussette de bébé. Landreau, excellente réponse. Formidable. Un partout, bravo. Tu vas être papa bientôt? Non, c'est pas je pense pas, mais... Qui parmi les joueurs du Stade Français a presque le même nom que le 9e mois du calendrier musulman au cours duquel on ne mange pas et on ne boit pas durant la journée? Ramadan, c'est ça. Bon, alors là, je sais pas si on la compte celle-là parce que Charles Vigier a soufflé un petit peu la bonne réponse. Pierre Abadan, on va la juger à Manu qui mène donc pour l'instant. Qui parmi les joueurs du Stade Français a le même nom qu'un mois d'été en version anglaise? Juillet. Ah non, Auguste. Benoît Auguste qui a Auguste qui a un peu joué au Stade Français et beaucoup au Biarritz Olympique. Et qui parmi les joueurs du Stade Français a presque le même nom qu'une marque de cônes glacés?
Miko. Non, c'est pas Miko du tout. Non. C'est un joueur argentin, né à Buenos Aires. Ah oui, Corletto. Ignacio Corletto. Passé par Narbonne. C'est tiré par les cheveux là quand même. Donc deux bonnes réponses pour Manu, une pour Valérie. Non, 2 moi. Oh. 2, 1. Et 2 moi aussi. Non, il en a 2 lui. 2 pour tout le monde. 2 partout, pardon. Money time. Okay. Le juge a tranché. Qui parmi les joueurs du Stade français a presque le même nom que le tabac en version anglaise? Tabaco. Patrick Tabaco, effectivement. Tabaco. Qui a joué à Colomiers, à Pau et à Castres. Qui a le même nom qu'une chaîne de magasins spécialisée dans le matériel photo. Un ailier qui a été licencié pour faute grave du Stade français. Camara. Djibril Camara. Le pauvre. C'est une bonne réponse. Donc Christophe est en tête, qui a presque le même nom qu'une célèbre marque de lingerie. Il y a 3-3. Ah pardon, 3-3-3. Je sais plus, là, je suis paumé. 3-2-3. Etam. Qui a presque le même nom qu'une célèbre marque de lingerie. Il est né à Bayonne, c'est un ailier, il a joué à Biarritz, à Dax, au Racing Métro. Fall. Non. T'en achètes souvent, toi? Non. Lingerie féminine. Célèbre pour sa campagne publicitaire. Et donc, le joueur, c'est... Abadi, non? Julien Harry. Non Sobad. Ah ouais. Ouais, vous l'avez pas trouvé celui-là. Allez, dernière question. C'est quoi déjà le score? Je m'en rappelle plus. On a le droit de donner une note après au 3-2-3. Il est parfait. Dernière question, attention, c'est peut-être décisif. Qui parmi les joueurs du Stade français a le même nom qu'un récipient, généralement en plastique, qui nous sert à boire? Gobelet, oui. Jean-Baptiste Gobelet, qui a joué à l'ASM et qui a joué aussi à Biarritz et qui est surnommé Jamba. Et qui était Limoujo. Voilà, ce quiz est maintenant terminé. Je crois que Christophe me donne une note vraiment très basse, mais bon, sur 10, combien? T'as pas la moyenne. Même pas 3. 2,5. Allez, en tout cas, on s'est bien amusé. Simon Ferrand est terminé. Vous pouvez bien sûr télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs, y compris pour le quiz. Et à lundi prochain. Ciao. Au plaisir. Ciao. Au revoir.